C'est un projet qu'on prépare depuis très longtemps. On peut pas dire le jour même à 100 personnes « Ah bah non, désolé, on remet ça l'année prochaine ». 15 jours de tournage pour 45 minutes de films qui seront diffusés au cinéma. Moi, c'est Benjamin Lheureux, donc comme tu l'as dit, je suis créateur et président de l'association Épopée Héroïque. La chouannerie. C'était une révolte dans l'ouest de la France, surtout en Bretagne, à la fin du XVIIIe siècle, entre 1793 et le début des années 1800. Après la Révolution, certains habitants se soulèvent contre le pouvoir républicain. À cette époque, transmettre des messages pouvait avoir un vrai impact et des habitants ordinaires jouaient un rôle essentiel, souvent dans l'ombre. C'est justement ce que raconte Dans le sillage de Marie-Anne, un film de l'association Épopée Héroïque, réalisé par Benjamin Lheureux. Le film suit Marie-Anne Leloutre, une figure historique peu connue qui sillonne la Bretagne pour transmettre des messages cruciaux. Dans cet épisode de Coffee Break, Benjamin Lheureux nous parle de lui, de l'association Épopée Héroïque et de la manière dont le film est né. Ensuite, nous découvrons les coulisses du tournage et le travail de toute l'équipe pour donner vie à cette histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Coffee Break. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin avec nous. Bonjour. Bonjour. Benjamin, du coup, tu es réalisateur à 20 ans. Exactement. 19 ans, mais 20 ans dans un mois. Tu as aussi créé une association qui s'appelle Épopée Héroïque. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi, c'est Benjamin Lheureux. Donc comme tu l'as dit, je suis créateur et président de l'association Épopée Héroïque. Donc c'est une association qui a pour but de réaliser des films et qui permet à plein de jeunes de se plonger dans le monde de l'audiovisuel assez largement, puisqu'on a vraiment tous les métiers qui sont représentés lors d'un grand tournage pour un film de 45 minutes, 15 jours de tournage pour 45 minutes de films qui seront diffusés au cinéma. J'ai fait plein de petits projets auparavant. J'ai notamment été au Puy du Fou. J'ai été également cadreur de mon côté pour différents organismes avant de monter mon association. Et puis j'ai réalisé des projets également en solitaire avant de mon côté. Avant de commencer, pour toi le cinéma, en 3 mots, c'est quoi ? Je dirais que c'est avant tout une aventure, parce qu'un projet, c'est quelque chose qui se tient sur le long terme, et c'est un peu comme Koh-Lanta, il faut s'accrocher tout le long, et plein de mondes différents, donc une aventure. Je dirais que c'est de la proximité. Il faut pas perdre le lien entre le spectateur et le film. Donc, je m'explique. Il faut réussir à capter, je crois que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans le cinéma, réussir à capter les inspirations de son époque. Faire un film, oui, mais en même temps, pouvoir faire en sorte qu'il plaise et qu'il soulève les foules et qu'il y ait un minimum d'entrain derrière ce film. Et je crois que la dernière, c'est l'histoire. C'est quand même le fond, c'est ce pourquoi on fait le projet. Ce qu'on va raconter derrière, c'est primordial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le cinéma comme ça ? J'avais une envie de base qui était de raconter une histoire. Et de parler surtout d'une histoire méconnue, puisque le film actuel qu'on réalise, c'est un film sur la chouannerie. Donc il y a une période de l'histoire juste après la Révolution française. Je me suis posé la question de comment raconter cette histoire. Et pour moi, il y avait 2 formes d'expression qui s'offraient à moi, qui étaient soit le cinéma, soit le spectacle. Alors je suis d'abord allé vers le spectacle, puisque je viens du spectacle, j'ai fait du cirque quand j'étais petit. Et voilà, également au Puy du Fou, c'est du spectacle. Sauf que monter un spectacle, c'est très compliqué. Voilà, j'avais 15 ans. Tout produire soi-même quand on n'y connaît rien au budget, ni à l'occupation de l'espace public, voilà, l'écriture tout court d'ailleurs, hein, puisque c'était d'abord un essai. Et ben c'est compliqué. Donc surtout qu'on doit tenir sur la durée. La grande différence avec le cinéma, c'est que dans le spectacle, on reproduit un spectacle plusieurs fois. En général, on fait rarement une séance d'un spectacle et on arrête tout, puisque c'est des frais engagés, c'est de la préparation. Dans le cinéma, c'est une seule fois. On a la chance de pouvoir recommencer. Quand on est sur une scène, les acteurs le savent très bien. Quand on est sur une scène de théâtre et qu'on rate, c'est compliqué de recommencer. J'avais des connaissances du coup en tant que caméraman, en tant que cadreur, donc manipuler, faire des réglages de caméra, etc. Mais c'était vraiment des bases, alors qui me permettaient déjà de faire des beaux petits projets, alors qu'il y a quand même un grand écart entre monter un film avec par exemple des demandes de subventions, des budgets, des demandes de lieux de tournage. Voilà, c'est quelque chose de très différent. Et puis la relation aussi pour trouver des figurants. Sur ce projet-là, c'est 150 personnes qui sont impliquées. Donc, il faut les trouver et puis il faut leur donner envie de participer au projet. C'est aussi 7 communes différentes entre la Bretagne et la Vendée. Donc, on s'est vraiment lancé dedans, tête baissée un petit peu. Et en fait, on a appris sur le tas. Mais c'est une très bonne école de la vie, je crois, que de faire un projet pour découvrir comment ça se passe. Et comment est née l'idée de créer ton asso Épopée Héroïque ? Alors, comme je t'ai dit au départ, on a réalisé d'abord un premier film qui s'appelait Aux âmes insurgées, qui est disponible sur YouTube. Ce film-là, le prochain qu'on prépare avec Épopée Héroïque, c'est 10 fois plus ambitieux, c'est beaucoup plus grandiose. Là, on n'était qu'une quarantaine sur ce film-là. On était un petit groupe à mener cette aventure au-delà des 40 personnes. Au départ, c'était un tout petit groupe de 2-3 personnes avec des copains. Et on n'était pas toujours pris au sérieux. Voilà, quand on a 15 ans, 16 ans, qu'on va voir une mairie et qu'on leur dit « Bonjour, on voudrait utiliser votre chapelle pour faire un film ». Donc, c'était plus
ça, c'était surtout d'avoir une stature, de dire, bah voilà, on est une association, on est un organisme, on a monté quelque chose, ça fait beaucoup plus sérieux pour les demandes. Et puis voilà, monter une association, je m'adresse en même temps à tous les jeunes qui peuvent avoir des projets. Monter une association, c'est relativement simple, puisqu'il suffit d'avoir 2 ou 3 personnes, voilà, pour faire le bureau, pour avoir un trésorier, un secrétaire et un président d'association. Ça offre plein de liberté sur plein de choses, voilà, c'est complètement gratuit. Et du coup, vous avez créé quand l'association? Parce que tu parles de tes 15-16 ans, donc ça date pas d'hier. Oui, exactement. En fait, on a d'abord réalisé le précédent projet, donc qui était sans l'association. Et ensuite, on a monté l'association et on a fait un travail en amont d'écriture pour préparer les dossiers, par exemple, ou le scénario. Et l'association remonte à novembre 2023. Donc, c'est pas si vieux, mais en fait, le projet existait déjà avant. C'est juste l'association qui a repris ensuite pour le développer, mais ça reste la même chose puisque les personnes qui étaient là avant, c'est les personnes qui sont aujourd'hui dans l'association. C'est toujours le même groupe d'amis. Exactement, c'est toujours le même groupe de potes à la base. Alors, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Et beaucoup de monde nous a rejoints à côté, mais le groupe fondateur, ceux qui prennent vraiment les décisions et qui dirigent toute cette aventure, ouais, ça reste le même groupe de potes. Et vous êtes rencontrés comment avec ce groupe de potes et comment vous vous êtes dit, venez, fonce? Pour la plupart, c'était des amis de lycée. Par exemple, Malo, qui est un de mes amis d'enfance, qui me suit sur tous mes projets depuis très longtemps. Au lycée, il y a des spécialités à choisir dans nos appétences. Et dans mon lycée, en tout cas, il y avait cette option qui était spécialité cinéma. Donc, il y a des personnes qui étaient en cinéma et audiovisuel également. Et puis, il faut que je fasse un gros clin d'œil quand même à Mémorial Productions, qui est une association vantaise aussi, qui produit des films historiques, qui réalise des films historiques, un petit peu comme nous. Voilà, je passe bonjour à Anna et François qui m'ont fait apprendre tout simplement comment ça se passe réellement sur un tournage, puisque en cours, on est assis sur une chaise et on apprend à faire du cinéma. Mais il n'y a rien de plus vrai que d'être les pieds dans la boue avec une caméra. Donc voilà, des potes de lycée, des potes en spécialité cinéma, et des amis aussi qui n'y connaissaient rien au cinéma, que j'ai un peu traîné là-dedans. Et du coup, comment on crée une association? C'est assez simple. On trouve 3 personnes pour s'accompagner. Ensuite, on remplit un CERFA, donc c'est les dossiers de l'administration. Il suffit de rédiger une assemblée générale constitutive, donc c'est établir un petit peu les lois, les bases de l'association. On déclare aussi toutes les personnes chargées de l'administration, donc comme je vous ai dit, le président, trésorier, secrétaire. Et voilà, et on dépose tout ça à la préfecture, puis ils acceptent, et ensuite on a un numéro d'immatriculation. Et quelle est la différence? Vous bossez avec un film, avec une asso, et sans que tu aies pu faire l'expérience avec les deux? C'est vrai que quand on arrive vers les mairies, directement, on a un cadre légal. Là, on a une identité qui est une association. On répond à un but bien spécifique qui est de réaliser des films. Et donc, pour eux, c'est beaucoup plus simple aussi de nous prendre au sérieux. Voilà, tout va plus vite avec une association. Puis également, ça offre une sécurité financière, puisqu'une association, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Là, l'argent doit être entièrement réinvesti dans l'association. Moi, je peux pas me payer pour l'association, par exemple, c'est pas possible. Donc, tu as fait un premier court-métrage qui s'appelle Aux âmes insurgées. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, non, c'était un tournage de 4 jours pour 10 minutes de film, donc un petit court-métrage assez rapide, sans dialogue. On avait seulement une voix off qui a été enregistrée par un monsieur qui s'appelle Jean-Marc, qui est un grand monsieur du milieu des parcs d'attractions, et de la voix off même en France. Ça racontait un prêtre qui revient dans sa chapelle après la guerre et qui se rend compte que tout est détruit, qu'il y a quelques flashbacks. C'était assez simple au niveau du récit. Mais pour un petit projet, déjà, on avait un hibou qui était là dans le film, on avait un cheval également, on avait des scènes de combat avec de la fumée, etc. Non, franchement, pour un premier projet, c'était un beau petit projet, ouais. Comment vous avez pu avoir des animaux? Il faut des autorisations, je suppose? Exactement, c'est un peu de recherche et surtout du culot. On a trouvé un fauconnier, et on leur a présenté notre projet, etc. Ils ont été emballés. Et puis, le cinéma, ça a encore un côté assez waouh. Voilà, aujourd'hui, beaucoup d'associations ont du mal à trouver des bénévoles. Mais le cinéma, il y a un côté encore assez magique. Et puis même le côté costume pour les figurants, etc. Et du coup, t'avais quel rôle dans ce court-métrage-là, précisément? Alors, je les ai un peu cumulés. Grosse erreur de ma part, même si ça m'a plu. Mais j'ai été à la fois réalisateur et acteur. Ou alors, soyez Pierre Ninet, quoi. Quelles ont été tes inspirations pour ce film? Beaucoup de gens rigolent quand je dis ça, mais je suis pas un grand cinéphile. J'adore faire des films, mais les regarder, c'est un peu différent. Alors là, je suis rentré dans le cinéma d'abord pour faire des films. À chaque fois qu'on me demande mes inspirations, c'est compliqué, mais du coup, ils viennent plutôt de l'univers du spectacle, des grands shows aussi à l'américaine, parce que ça y va à fond. Et sinon, plein de beaux films finalement, Les choristes. Voilà, je vais pas être très original, mais tu vois, Amélie Poulain, tout ce type de film, je trouve que c'est une esthétique assez particulière. Ouais, c'est plutôt ça qu'on recherche, avoir une patte où quand on voit l'image de notre film, on se dise, tiens, c'est l'épopée héroïque. Qu'est-ce que tu as appris en réalisant ce premier projet, qui était le court-métrage Aux âmes insurgées? Je dirais que ça m'a permis d'apprendre un petit peu tout en réalité.
puisque j'ai mené ça en même temps que j'étais en études de spécialité cinéma et audiovisuel. Donc j'apprenais une partie en cours et une autre partie en pratique. On me disait par exemple des choses en cours et ensuite moi je tiquais par moment. Je me disais mais dans la réalité c'est un petit peu différent quand même. Voilà, c'est toute la gestion d'un projet. On sait pas forcément, mais c'est vrai que toutes les démarches administratives. On a bien fait d'ailleurs d'avoir puisque sur une des scènes on a des policiers qui sont arrivés pour nous demander ce qu'on faisait. On tournait sur un terrain donc public, donc municipal. Et en fait c'était tout bête. C'était des gens qui pensaient qu'on était des campeurs, quelque chose de très bête, mais en fait on a pu simplement montrer l'autorisation de tournage. Donc c'est vrai que toutes ces demandes-là, c'est hyper important. Tu commences un nouveau film, un nouveau projet qui parle de l'histoire de Marianne Leloutre. Pourquoi as-tu choisi ce personnage-là historique? Donc Marianne Leloutre, c'est une postière qui a vécu juste après la Révolution française et qui est extrêmement méconnue dans l'histoire, alors que c'est la première femme postière de l'histoire, en France en tout cas, et qui a vécu en Bretagne. Et forcément, j'habite en Bretagne. On en est fiers, voilà, d'être breton. Donc on voulait parler un petit peu de notre histoire, et puis forcément on tourne en Bretagne, donc ça a une saveur bien particulière. Et puis des femmes, c'est très rare dans cette partie de l'histoire, enfin je veux dire être traité en tout cas au cinéma ou dans l'art, des films sur la Révolution française qui mettent en avant en personnage principal une femme, c'est extrêmement rare. Sur la chouannerie, la guerre de Vendée, c'est inexistant, quasiment. Tu abordes un point très juste, c'est que c'est compliqué d'avoir des infos sur elle. Donc comment tu t'es documenté sur sa vie, sur la période de la chouannerie? C'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des informations. Je prends d'abord le cas de Marianne Leloutre parce que ça a été très différent entre la chouannerie et Marianne. On a d'abord sondé un petit peu les historiens qu'on avait autour de nous et ils nous ont permis de plus en apprendre sur la chouannerie et un petit peu sur Marianne Leloutre, mais au final, même pour eux, elle était assez inconnue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé tout simplement les archives départementales du Morbihan, du Finistère, puisqu'elle a un petit peu vadrouillé également dans le Finistère et un peu en Vendée. C'est donc eux qui nous ont renseignés et qui nous ont permis d'en découvrir un peu plus sur elle. Ils ont sorti des documents d'archives, des écrits. Ça permet en fait de mettre un contexte dans sa vie avec le reste de l'ouvrage. Ça permet de mieux contextualiser sa vie. C'est peut-être une info qui paraît pas forcément importante, mais en fait, même au niveau des costumes, le fait que ce soit une paysanne, ça change absolument tout. Et pour la chouannerie et pour la guerre de Vendée, c'est un peu plus précis, puisque moi, je connaissais cette partie de l'histoire, notamment grâce au Puy du Fou, en fait, comme beaucoup de monde, je crois. Mais c'est vrai que le Puy du Fou a fait un travail assez remarquable, et le département de la Vendée a beaucoup soutenu ça. On vit en Bretagne, la chouannerie, c'est un moment important. Et donc, c'est d'abord par des connaissances personnelles. Et puis sinon, c'est la lecture, tout simplement, lire des ouvrages. Il en existe maintenant pas mal, des ouvrages sur cette période. C'est quoi une journée type un peu de tournage pour ce nouveau film? Une journée type d'un tournage, déjà, c'est des journées très très longues. Nous, on est les premiers arrivés, donc l'équipe organisatrice, le réalisateur, le responsable des décors, le responsable de la figuration, etc. Ça dépend des horaires, mais en général, on arrive très tôt. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On apprivoise d'abord le lieu, donc on met en place les décors, les accessoires. Pendant ce temps-là, les acteurs d'abord vont au maquillage, les figurants arrivent ensuite et passent aussi au maquillage. Et quand tout ce petit monde-là est prêt, on leur explique un petit peu ce qu'ils doivent faire sur le plateau de tournage, quel est leur rôle de figuration. Pendant ce temps-là, la technique se met en place, donc on monte la caméra, voilà, puisque c'est des grosses caméras de cinéma. En fonction du découpage technique également, on adapte, donc si c'est sur trépied, sur un rig épaule, donc c'est ce qui permet de bouger avec la caméra sur l'épaule. Voilà, on adapte également tout ça, et puis il y a le son également qui se met en place. Et puis ensuite, c'est parti. Quand tout le monde est prêt, tout le monde est briefé, les acteurs ont révisé leur texte. Donc on tourne, on fait plusieurs prises, souvent beaucoup de prises. Voilà, en général, c'est 4 ou 5 prises à chaque fois pour chaque plan. Et voilà, en général, c'est une petite pause pour manger quand on a le temps. Donc ça, c'est la partie production. Donc on a l'équipe de production qui s'occupe de faire à manger un petit peu pour tout le monde. Mais parfois, ça arrive qu'on n'ait pas le temps et donc on leur demande de nous préparer des tubes pour manger très rapidement sur le plateau pendant qu'on tourne. Voilà comment ça se passe et puis ça finit en général très tard. En fait, tout simplement pour tourner, on commence quand il y a de la lumière et dès qu'il n'y a plus de lumière, on est obligé de s'arrêter de tourner. Sauf quand on a des séquences de nuit. C'est énormément d'organisation pour... c'est depuis 3 ans qu'on travaille sur ça. Donc c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation pour au final que ça passe très très vite, le jour même. Et le script, c'est la première chose que vous avez écrit. Vous l'avez écrit en combien de temps? En fait, on a fait les choses avant. D'abord, on a cherché dans ce qu'on voulait raconter, mais on n'a pas rédigé le script. On a ensuite attaqué directement le scénario. Et ensuite, on a fait un script quand on a commencé à nous demander, s'il vous plaît, on voudrait savoir ce qu'est le projet. Et en général, quand il y a un scénario de 70 pages, les mairies, elles ont un petit peu pas le temps de lire ça. Donc, on leur a écrit un script dans ce cas-là, avec un petit dossier de présentation du film. Quel défi tu as rencontré pour l'instant à la réalisation de ce film? Les défis, je crois que beaucoup de réalisateurs le diront, mais c'est toutes les petites surprises du tournage. Alors, on sait toujours qu'il va y en avoir, mais on aime bien quand il y en a pas trop quand même, c'est quand même mieux. Ouais, ça va être toutes les petites surprises, tous les petits imprévus. Ça peut être des choses très bêtes, mais par exemple, on avait des moutons. On n'avait pas pensé au fait qu'ils avaient des puces sur les oreilles.
des grosses plus jaunes, ce qui est obligatoire d'ailleurs, mais c'est des choses qu'on pense pas forcément et qui est gênant en fait pour un film historique, puisque les moutons à l'époque, ils avaient pas de puce. Toutes ces petites choses, c'est très bête, mais finalement, si on le voit dans la séquence, ça peut se retoucher au montage. Mais des fois, c'est compliqué. Et il faut mieux l'enlever sur place en général. Oui, il y a aussi le fait d'être en retard. Puisqu'on prévoit, c'est compliqué d'estimer un horaire, combien de temps on va mettre pour tourner. Et parfois, ça arrive d'avoir 2 heures de retard. Il faut les rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc, ça arrive qu'on écrive quelque chose en amont et qu'au final, le jour même, on change absolument tout pour enregistrer la séquence en 2 heures au lieu de 4 heures. Puis sinon, on a aussi les conditions météorologiques. Ça vous dépendait vachement de la météo, quoi. Exactement, mais de toute façon, comme tu le vois, c'est un projet qu'on prépare depuis très longtemps. On peut pas dire le jour même à 100 personnes « Ah bah non, désolé, on remet ça l'année prochaine ». Non, on peut pas, c'est pas possible. Il pleut, faut tourner. Il y a du vent, faut tourner. Par exemple, quand on a des machines à fumer, quand le vent souffle à l'opposé, faut trouver une solution, faut réagir rapidement. Mais on rebondit, on trouve des astuces et c'est ça qui est rigolo. Si tout se passait normalement, on s'en souviendrait pas. Et du coup, est-ce que t'as des anecdotes à raconter sur ce tournage? Ouais, des anecdotes, il y en a, faut les retrouver, mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'on retient, on est là pour réaliser un film, mais on retient les à côté. Les gens ont rejoint le projet pour un film, pour un objectif, et au final, ils restent parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on s'éclate, voilà. Je pense par exemple, après une journée de tournage, on s'est retrouvé à faire un cache-cache dans un château. On a également d'autres anecdotes, des choses qu'on ne pense pas du tout quand on prépare un tournage. Une des séquences qu'on a fini à 14h. Le problème, c'est que quand on commence à 9h et qu'on finit à 14h, il y a des ventres qui gargouillent. Et le problème, c'est qu'on enregistre le son sur un tournage, comme c'est le cas ici. Et donc, c'était des choses très bêtes, mais on était tout le temps avec les talkie-walkie à faire s'il vous plaît, la production, venez vite apporter des cookies parce que là, ça va pas du tout. Et voilà, bon, maintenant on en rigole, mais ça nous a fait perdre un petit peu de temps sur le tournage. Mais voilà, c'est des petites choses qui nous marquent. Tu sais, quand genre c'était la dernière semaine de tournage, après il y a le montage, comment ça se passe le après? Waouh, c'est encore loin. Mais ça va venir très vite. La suite, après le tournage, déjà on va faire une petite pause. Et ensuite, oui, c'est toute la partie montage qui s'ensuit. Donc la partie montage basique, c'est-à-dire un enchaînement d'images avec également le mixage du son. Enfin, même pas le mixage, juste l'assemblage du son. Ensuite, tout ça, c'est envoyé à différentes personnes. Donc on a l'étalonnage qui s'occupe de toute la colorimétrie, donc de faire en sorte que l'image soit belle. Et puis, il y a la composition de la musique, qui est une part importante également du film, avec toutes les intentions qui vont avec. Et ensuite, on reprend donc ce qu'a fait tout le monde de son côté. Et on enregistre également les voix off. Donc ça dure quand même 5-6 mois. Et ensuite, la diffusion. Du coup, le projet se terminait en 2026. Est-ce que tu as des projets futurs après ce film? Est-ce que tu as déjà des nouvelles idées? Tu bosses déjà sur des nouveaux projets peut-être même? On me pose souvent la question. Pour l'instant, non. En fait, je me suis tellement concentré depuis des années sur ce projet-là que je vois un petit peu que par ça. Pour le moment, non. Je sais même pas ce que je ferai puisque je suis en même temps en études. Pour l'instant, je sais même pas ce que je vais faire après ma 3e année. Et même donc après ce projet, non, je sais pas. Mais est-ce que tu as une idée de ce que va devenir l'association par la suite? Est-ce que vous avez des projets avec elle, pas forcément des courts-métrages? Eh bien, écoute, c'est comme mes projets perso. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, je sais pas. Par contre, je suis preneur d'idées. Si certains membres de l'asso ou non, d'ailleurs, qui veulent rejoindre l'asso, veulent proposer des projets, etc. Voilà, on est là pour ça aussi, pour les accompagner, pour aider à la réalisation de petits rêves, puisque moi, c'était un petit rêve quand même de faire un film. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner pour un jeune qui a envie de se lancer? Il y a un grand homme qui m'inspire énormément et qui dit beaucoup de choses vraies, et je pense qu'il inspire beaucoup de monde, c'est Orelsan. Orelsan le dit si bien, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Kian Kojandi le dit aussi un peu dans sa série. Je crois que si on a un projet, si on a quelque chose, on a une envie, on a un pourquoi, on a quelque chose qui bat dans notre cœur, qui nous dit ça, je voudrais le réaliser, je veux vraiment y arriver, je veux me donner les moyens, faut juste y aller. Voilà, il y a besoin de rien. Parfois juste de faire des demandes, de demander, alors parfois ça prend du temps, mais parfois même demander l'impossible. Si vous vous dites je pourrais jamais l'avoir, alors demandez-le. Vous avez encore plus de chances de l'avoir. Il y a plein de choses en fait, finalement, c'est le culot. Nous, on pensait pas, là sur le tournage, on va avoir un cheval, mais cette fois-ci pour faire de la cascade. On n'aurait jamais pensé en avoir. On a eu une oie, on a eu des moutons, on va avoir des artificiers pour simuler l'embrasement d'un château avec donc des artifices, de la pyrotechnie, des techniciens, etc. Mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer ça qu'à 19 ans, je ferais ça. Donc tout simplement, allez-y au culot, demandez et vous avez rien à perdre. Merci beaucoup Benjamin pour cette première partie de podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Alors nous, on se retrouve logiquement sur le terrain au mois de juin. Exactement.
Merci à Benjamin pour cet aperçu du film et de l'assaut épopée héroïque. On quitte maintenant le studio pour découvrir les coulisses du tournage. Et pour commencer, on rencontre Sacha Ezanik qui incarne Marianne Leloutre à l'écran. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton personnage, s'il te plaît ? Je suis comédienne qui vient de terminer sa formation au cours Charmet, Saint-Avé. Et donc j'interprète Marianne Leloutre, qui est une porteresse de lettres au temps de la chouannerie, du coup, pendant la Révolution. Et du coup, qui va se battre aux côtés des chouans pour transmettre des messages, qui a été aussi directrice des postes. Est-ce que tu peux décrire ton personnage en 3 mots ? Intrépide, généreuse et volontaire, ouais, c'est ça. Comment tu as réagi quand t'as proposé le rôle et comment c'est venu ? En fait, on m'a pas proposé le rôle, c'est l'école qui a transmis l'annonce de Benjamin, qui était en recherche d'acteur. Et du coup, j'ai postulé, il m'a demandé de faire un essai en vidéo. Je lui ai envoyé et comme j'ai voulu absolument avoir ce rôle, parce que vraiment le rôle m'intéressait énormément, parce qu'étant passionnée d'histoire, de pouvoir bosser pour un film en costume, franchement, je dis oui direct. Vraiment, j'ai essayé de faire le max pour la vidéo d'essai et tout. Puis après, il a dit, oh, c'est bon, t'es prêt ? J'étais, trop bien, je suis trop contente. Puis c'est la première fois que j'étais dans un projet aussi gros. Comment tu t'es préparée ? Alors, ça a été assez compliqué parce que au théâtre, en fait, on s'appuie beaucoup sur le texte aussi pour trouver son personnage, trouver sa manière de faire. Je me considère encore en recherche, j'ai pas de manière de faire particulière. J'ai peut-être fait un truc qu'il fallait peut-être pas, c'est que je me suis vachement focalisée sur l'histoire en général. Donc j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein de bouquins sur la chouannerie, j'ai lu Les Chouans de Balzac, j'ai lu tout ce que j'ai pu, les biographies sur Cadoudal, sur Jean-Jean. Je voulais absolument connaître en profondeur le texte avant le personnage, et je pense que c'est une erreur de ma part peut-être en tant qu'actrice, c'est que je me suis pas assez basée sur le texte même pour construire mon personnage. En fait, j'avais tellement envie d'être dans une vérité historique, d'être vraiment fidèle, même si on n'a vraiment pas beaucoup d'infos sur Marianne Leloutre, pour dire pas du tout même. Donc ça a été un peu compliqué au début, mais entre-temps, on a eu 3 mois de pause pendant le tournage, et là j'ai relu des livres de Louis Jouvet. Autant je les avais pas du tout compris quand j'étais en 2e année de théâtre, autant là je les ai relus, et en fait c'est ce qu'il dit, le texte en priorité. En fait, on n'est pas là pour non plus faire des vérités historiques, c'est qu'on veut transmettre une histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui ressemble à ton personnage ? Elle est très solaire, donc c'est vrai que j'ai un peu des... Ouais, c'est solaire, j'aurais pu le dire solaire. Quand on voit des scènes, elle garde toujours le moral. Il y a juste une scène qui a été rajoutée après, donc il y a la scène en Vendée où là vraiment on la voit qui commence à vraiment à se dire mais à quoi ça sert tout ça, et je pense que je partirais plus de ce postulat-là, des fois, genre, mais à quoi ça sert de faire des... Sa positivité, quand même, des fois, je me retrouve quand même en elle. Ouais, le fait qu'elle soit tout le temps là pour aider. Quelle était ta scène préférée, même si le tournage n'est pas encore fini, mais quelle était ta scène préférée à tourner et quelle était la plus difficile ? Je peux déjà dire la plus difficile. La plus difficile, c'était au Calvaire en Vendée, et c'était littéralement un calvaire. Je jouais à ce moment-là une mère qui venait de perdre son enfant. Dans l'idée que j'avais de cette scène-là, c'est que vraiment à ce moment-là, elle fond en larmes. Là, elle était très très compliquée, et je pense que je me suis enfermée dans un truc très robotique et j'ai pas su capter vraiment l'émotion. À force de chercher l'émotion, on n'a pas l'émotion. Et la meilleure scène, en vrai, je pense toutes les scènes où je suis à cheval. Ça, c'était même quand il a vendu le projet, il m'en a parlé avant que je sois acceptée et tout ça. Il dit ouais, est-ce que tu sais monter à cheval, tout ça. Puis même les premiers jours de tournage, c'était aussi magique. Bon, petite anecdote un peu nulle, c'est qu'en fait, 5 jours avant le tournage, je me fais arracher les dents de sagesse. Donc j'arrive le jour de tournage, j'ai des joues comme ça, c'était horrible, je m'en suis tellement voulu. Ah ouais. Juste le fait d'arriver à Poulfétan avec tous les figurants, avec les oies, les animaux, les moutons, puis tout le monde qui dansait. Non, franchement, les premiers jours de tournage étaient quand même magiques. De voir tout le monde en costume et tout, c'était trop bien. C'était ton premier tournage ou t'en as fait d'autres ? Non, j'en ai fait d'autres, donc en figuration et en silhouette pour les trucs plus professionnels. En amateur, donc tout ce qui est court-métrage lycée, non, j'avais déjà tourné des rôles. Et c'est ton premier historique ou t'en as déjà fait ? Je crois que non, j'avais jamais fait du théâtre seulement, mais c'est tout, quoi. Et est-ce que ça c'est un peu différent que tes autres tournages ? Ouais, c'est en fait qu'il ait déployé autant de moyens alors qu'il est pas du tout en école de cinéma, mais je l'admire énormément pour ça. C'est un truc de dingue ce qu'il a su faire, toute la logistique qu'il y avait à prévoir, mais c'est un truc de malade. Est-ce que pour terminer, tu peux faire le speech du film ? Je pense que je dirais que c'est une odyssée. En fait, vu que ça s'étale sur plusieurs années, il y a pas une trame précise en fait. C'est vraiment le parcours de personnages qui sont malheureusement tombés dans l'oubli et venez les redécouvrir sous un angle différent. Puis si ça peut au moins permettre à des personnes de s'intéresser au sujet. C'est pour ça que tu aimes peut-être l'histoire. Oui, redécouvrir des personnages qui sont tombés dans l'oubli, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans la production du court-métrage, s'il te plaît? Du coup, moi c'est Gaël Rudoni. Ce tournage, je suis du coup ingé son, chef opérateur du son. Donc je suis responsable, on va dire, un peu de toute la prise de son sur le tournage. Donc on est une équipe de 2 avec un collègue à moi de l'ESRA, donc un étudiant aussi en même année. Comment t'as rejoint le projet? Eh ben, Benjamin était en déj d'ingé son. Il a fait un partenariat avec notre école qui nous a proposé du coup ce projet et j'ai envoyé mon CV. Est-ce que tu peux décrire en 3 mots le projet? Rare parce que c'est un des rares tournages sur lesquels je suis arrivé où en fait vraiment on a une cohésion d'équipe assez importante avec des gens en fait de notre âge. Rare aussi parce que en fait par exemple les réalisateurs qui n'écoutent pas leur équipe technique ou par exemple du coup au son on est un peu la dernière roue du carrosse parce que c'est vraiment on doit attendre l'équipe image pour s'installer pour faire des trucs et en général c'est le son, c'est toujours ce qu'on peut arranger le plus en post-prod, donc c'est toujours le truc qui passe un peu à la trappe au dernier recours quoi. Et là même si on est en retard, Benjamin est toujours à l'écoute de ce que nous on a proposé au son et ce qu'on peut faire voilà, pour son tournage quoi. Chaud au sens figuré et au sens propre, et il a fait 30 degrés toute la semaine. Donc c'est pas facile non plus de tourner dans ces conditions-là, mais que ce soit pour le matériel ou même juste pour les humains. Et du coup le dernier c'était vraiment bonne ambiance. En fait c'est un peu ce que j'ai repris dans le rare, mais c'est vraiment une équipe assez soudée. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues parce que ça s'est fait en 3 fois. Là c'est la dernière session de tournage, mais on avait déjà fait 2 week-ends en février à Poule-Fétan et une fois en Vendée. C'est quoi une journée dite classique côté ingé son? Pour moi le principal atout d'un ingé son c'est vraiment d'être au bon endroit au bon moment sans prendre de place. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas censé être vu, que ce soit par la caméra. On n'est pas censé gêner les acteurs dans leur jeu. On a aussi des HF qu'on a posés sur les costumes, en dessous des costumes aussi des fois, donc ça peut, quand on a des gens qui sont du sexe opposé ou voilà ou des gens qui sont même juste timides et un peu pudiques, c'est un peu compliqué. Donc en fait, tout le monde a un peu une organisation différente en fonction de son travail et de ce qu'on a à faire sur le tournage, mais disons que là, pour un tournage comme ça, où on doit quand même être un peu multitâche, par exemple mardi soir, on a fait de la lumière aussi, parce qu'il y avait besoin. Mais disons que là, vraiment, la journée typique, on va dire classique, c'est vraiment, moi le matin, ce que je fais, c'est que, première chose que je fais, c'est que je lis un peu le scénario, les trucs qu'on va tourner dans la journée, pour un peu connaître déjà avec quel acteur est-ce qu'on va tourner. Les lignes de texte aussi, savoir par exemple, vu qu'on est à la perche aussi, qui est-ce qu'on doit percher à quel moment. Ensuite on arrive, on sort un peu tout le matos des voitures, parce qu'on ne laisse rien sur place. Donc on a notre table dédiée au son, donc on stocke tout le matos au même endroit. On installe un peu tout ce qu'on a installé, donc on monte la perche, on branche les HF et on attend l'arrivée des comédiens et on attend que la caméra s'installe. Est-ce que tu as dû adapter certaines logistiques pour le son dû au tournage, vu que c'est un côté historique par rapport à d'autres films? Adapter, non. On aurait pu, mais le problème c'est que ça demande beaucoup de budget à ça parce qu'il faut toujours camoufler une perche, camoufler etc. et que ça rentre bien au son. Mais on n'a pas eu le besoin de ça parce qu'on avait toujours des plans assez larges et des sons qu'on pouvait prendre de loin. Donc. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à organiser avec le son? Est-ce que tu parlais de la chaleur par exemple pour le matériel, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses? Pour là c'était la chaleur. On a eu beaucoup aussi, en février il a fait assez froid, notamment le premier week-end on a tourné. Par exemple les piles, la batterie qui se déchargeait extrêmement vite avec le froid. Donc cette logistique vraiment matérielle, les micros aussi avec l'humidité qui peuvent des fois avoir des baies électriques. Faut penser à tout, au temps, etc. Ouais c'est ça, c'est vraiment du timing, des situations où ça prend pas mal et physiquement pendant le tournage et en avance mentalement aussi à organiser quoi. Est-ce que tu es là du début jusqu'à la fin? Ça fait des grosses journées? Moi pour le coup oui, mais je sais par exemple Alexandre qui est là n'était là qu'un week-end sur 2 en février et j'avais un autre collègue de l'école qui était là aussi, il avait fait les 2 week-ends mais là il est pas là. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette aventure pour l'instant, même si c'est pas encore la fin mais vous approchez doucement? C'est pas encore la fin. Je pense qu'il y a vraiment ce truc qui est propre au tournage de très euphorisant. Tout le monde est là pour vraiment réaliser le projet, c'est le réalisateur il bosse dessus depuis longtemps. On fait du mieux qu'on peut aussi parce que c'est un peu aussi presque quelque chose qu'on pourrait mettre dans le portfolio quoi, entre guillemets, voilà. Les acteurs ils sont là aussi pour voir leur performance à l'écran, donc en fait c'est vraiment très euphorisant, tout le monde se regroupe, il y a vraiment un gros mouvement humain. Est-ce que tu as une anecdote à raconter? Quand on parle justement d'organisation et de prévoir des choses etc, on part de là où on dort, avec l'équipe technique. Tout le monde est un peu pressé parce tout le monde s'est levé un peu au dernier moment pour avoir le plus de sommeil possible. On fait 40 minutes de route et on arrive sur le moment et on se rend compte qu'on a oublié la mixette pour enregistrer le son. Donc on a dû faire l'aller-retour, on a perdu 2 heures de tournage parce que la mixette a été oubliée. Pour terminer, est-ce que tu peux faire avec tes propres mots le speech? Waouh, ça c'est dur. Ça c'est une question piège. C'est un film du coup historique, basé sur des faits réels, alors un peu romancé bien sûr, qui raconte l'histoire de la première Fab Factor de France, du coup, et qui est en étroite corrélation avec du coup l'histoire de Vendée et la révolution de Vendée et la résistance bretonne, du coup face à l'armée française, les Bleus à l'époque. Eh ben merci beaucoup. Mais y a pas de quoi. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais sur le tournage?
Alors donc je m'appelle Antoine Chevalier et sur le tournage je suis chef opérateur, cadreur et aussi un peu un G lumière, mais je suis pas tout seul, on tourne avec d'autres personnes. Comment tu t'es retrouvé à gérer les caméras en fait? Et j'ai rencontré Benjamin grâce à Malo Arnaud qui est un de ses amis et un de mes amis à moi. Donc il savait que lui préparait un film et il savait que moi j'étais en école de cinéma. Du coup, il nous a mis en relation tous les deux, on s'est rencontrés à une soirée. Courant est bien passé, du coup, il m'a proposé d'être chef opérateur sur le projet. Et pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure? Ouais, j'ai vu le projet, comment refuser un projet comme ça? Il me dit, on va brûler un château, il y a une centaine de figurants, tous en costume d'époque, avec une équipe technique de 20 personnes. Comment refuser, surtout être chef opérateur sur un projet comme ça? C'est évidemment, surtout que je suis en études, donc j'ai le temps de faire ça, faire des projets comme ça. Bah, sur le CV, c'est super bien, mais surtout pour l'expérience, quoi. Et puis ça permet de faire des rencontres, d'avoir des contacts, enfin, c'est que du bénéfice, quoi. C'est ton premier tournage ou t'en as déjà fait plusieurs un peu dans ce style-là? Alors dans ce style-là, non, c'est mon premier. C'est la première fois que je fais un film vraiment historique, aussi chargé que ça, avec une aussi grosse équipe, une aussi grosse organisation, des lieux de tournage vraiment stylés. Mais après, non, j'ai déjà fait plein d'autres tournages avec l'école ou d'autres projets à côté. Mais de cette envergure, non, jamais. Et qu'est-ce qui diffère par rapport aux autres projets? Bah déjà, moi, de base, j'adore l'histoire. En la France, on a la plus belle histoire du monde. On a vraiment une histoire qu'on doit partager et va participer à ce projet. Enfin, c'est une chance justement de pouvoir transmettre cette passion que j'ai aussi de l'histoire à travers, du coup, la caméra et donc le cinéma. Comment tu choisis les plans? Est-ce que tu es directement en lien avec Benjamin? Est-ce que c'est tout scripté? Alors du coup, Benjamin, donc c'est lui qui a fait le scénario. Il a aussi fait un découpage technique au préalable. Après, il nous l'envoie en général avant le tournage, je le regarde avant. Donc je m'imagine un petit peu, mais après c'est pendant le tournage que je propose des choses. En général, c'est vraiment un peu la dernière minute. Je lui dis tiens, ça, ce plan-là, je le trouve pas fou. Est-ce qu'on peut faire ça et tout? Et il me dit ouais, non, ou ouais, carrément, c'est une bonne idée. En général, c'est plutôt ouais, c'est une bonne idée. Bah c'est ça qui est cool en fait, c'est que on a une super grande liberté de changer le découpage technique avec Benjamin qui nous fait confiance en fait. Est-ce que tu as une scène dont tu es particulièrement fier? Alors moi, je pense au premier tournage qu'on a eu, donc c'est le tournage à Poulfétan, et j'étais tout seul en caméra suivie et je suivais Marianne Leloutre qui traverse tout le village, un village entièrement reconstitué avec plein de figurants tous en costume d'époque, des moutons, enfin plein de choses. Et en fait, je me balade tout seul dans ce village. Je suis le personnage dans tout le village. Pendant que je tournais ce plan, j'avais l'impression vraiment de me retrouver en 1793, quoi. J'avais l'impression d'être dans un voyage dans le temps parce que j'étais tout seul. Il y avait personne de l'équipe technique autour de moi parce qu'il pouvait y avoir personne dans le champ et comme je tournais souvent, il fallait vraiment que je sois tout seul. Et du coup, c'était magique. Comment tu as pu le faire? Parce que vous n'avez pas non plus des moyens comme au cinéma, pour les grosses productions. Donc il y a tout le temps un peu des tips. Est-ce que tu en as par exemple que tu as réalisé ou... Là, pour ce plan-là en particulier, déjà je suis assez stable, enfin, je sais bien rester sur mes appuis, avancer sans faire trop de saccades. Ça, j'avais déjà un peu la technique. Après là, c'était pour garder le focus. Donc la netteté sur mon personnage principal, là c'était plus compliqué parce que du coup j'étais en focus manuel, donc comme je portais la caméra et j'avançais, je pouvais pas le modifier. Donc en fait il fallait que je reste tout le temps à la même distance de mon personnage. Du coup je connais pas exactement sa vitesse et pas, donc je vois un peu sur le moment et du coup c'est ça qui est assez difficile. Donc il y a des moments où forcément je perds un peu le focus, mais globalement ça va. Est-ce qu'il y a des moments de rush ou de galère que tu as dû improviser un peu au dernier moment parce que le temps, par exemple, il a fait très très beau cette semaine? Globalement, on a eu pas mal de chance. Avant-hier, on a fini le tournage juste avant une grosse drache, donc ça va. Et pour le soleil, moi j'avais mes filtres ND, donc ça allait. Bon, après, du coup, c'était une lumière assez dure, notamment sur les visages, donc ça casse un peu le visage, quoi. Mais il n'y a pas grand-chose à y faire. On essaie du coup de mettre les personnages à l'ombre si on peut les décaler un petit peu. Ou si on peut mettre un diffuseur à leur niveau, voilà, mais il y a des choses que parfois on peut pas gérer, quoi. Tout à l'heure tu disais que t'étais pas tout seul. Comment est l'ambiance dans l'équipe, au moins image? Enfin, l'ambiance est folle, enfin, genre, c'est vraiment, on s'entend tous trop bien, c'est ça qui est cool, c'est que, genre, on se vanne tout le temps, on sait rester sérieux quand il faut rester sérieux, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, il y a une atmosphère vraiment amicale, et du coup, ça donne envie de travailler, quoi. Donc, même à la caméra, en général, on est 4, enfin, on tourne un peu, parce que aussi, genre, lumière et caméra, en général, on est ensemble, et ouais, on s'entend tous bien, on se vanne tout le temps, donc c'est cool. Bon, après, il y a des moments où on est un peu crispé parce que la fatigue, etc., on doit aller vite. Parfois, on n'a pas forcément les mêmes idées, donc au moment, il faut trancher. Là, c'est plus difficile, mais enfin, globalement, vraiment, l'ambiance est géniale. Dernière question, est-ce que tu peux me faire le speech du film? En fait, c'est Marianne Leloutre, donc du coup, qui a joué un rôle très important pendant les guerres vendéennes. Et du coup, en fait, on suit un peu son histoire, l'histoire un peu de sa fille, aussi du coup des généraux vendéens et chouans. Et en fait, ouais, tous les déroulements de la guerre, en fait, globalement, mais à travers la vision du coup de Marianne. Merci
Merci. Et ben merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle sur le tournage? Je m'appelle Alicia Audet et mon rôle c'est d'être principalement chargée de com. Je suis aussi vice-secrétaire, chargée de régie et d'HMC. HMC c'est habillage, maquillage, coiffage, tout ce qui est plutôt les acteurs et les figurants, donc on va les habiller. Les coiffer ça dépend s'il y a besoin ou pas. Et les maquiller, donc on met un peu de poudre matifiante pour éviter qu'on voit leur transpiration et qu'ils brillent trop à la caméra. Et la régie, donc je m'occupe de faire à manger, de faire la vaisselle, la régie quoi, et j'aide si on a besoin de moi sur le tournage en fait. Comment tu as rejoint le projet? Parce que tu es en plus toi dans l'association. Oui, c'est ça. Donc je suis dans le bureau et en fait Benjamin avait besoin de quelqu'un pour la com. Au début il voulait le faire lui-même de souvenir et je lui ai dit bah si tu veux j'ai le temps je peux le faire. À partir de ce moment-là donc j'ai commencé à faire la com et il m'a dit bah tu seras présente sur les tournages, tu feras ça, ça, ça. Et c'est comme ça que j'ai eu plusieurs rôles et que j'ai aussi le rôle au bureau. Est-ce que tu peux décrire en 3 mots le court-métrage? En vrai le court-métrage dans l'ensemble c'est quand même on s'entend tous très bien donc une très bonne vibe. Au niveau de l'histoire je dirais historiquement très bien écrite en fait. Ouais je dirais good vibe, historique. C'est quoi une journée classique côté production? On arrive, on décharge tout le matériel. En fonction des arrivées, s'il y a une arrivée d'acteurs ou de figurants, en général, ils ont des arrivées différentes pour qu'on ait le temps de les habiller. Après, le tournage commence aux horaires indiqués. Ça se déroule. Après, il y a la pause de midi, la pause du soir si besoin, quelques pauses café si besoin aussi. Le soir, on range tout, on remballe et on y va. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à organiser dans ce tournage? En vrai, la nourriture, c'est compliqué. On s'en rend pas compte parce qu'on veut que ce soit assez varié, en même temps que ce soit rapide à faire et pas trop compliqué parce qu'on a juste une plaque chauffante. Moi, de mon côté, je pense que c'est plutôt la nourriture. Après, du côté de Benjamin, je pense que c'est totalement autre chose. Même pour organiser, on a pris 2 demi-journées pour ranger toutes les caisses de vêtements et tout, pour faire des caisses jupes, des caisses pantalons, des caisses pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux pour le tournage. Ça aussi, ça a été de l'organisation aussi. Du coup, le film se passe à l'époque de la chouannerie. Comment on s'adapte à un tournage historique côté logistique? Parce que tu parles de tenue par exemple, etc. Alors le maquillage c'est vraiment juste de la poudre. On fait rien d'extravagant de cette manière. En tant que paysan il ne se maquille pas, donc il n'y a pas besoin de maquillage forcément. En termes de costumes, c'est des costumes qui ont été récupérés par Benjamin, donc c'est une asso normalement qui nous ont tout prêté. Donc normalement ça correspond bien aux époques où on n'a pas eu trop à gérer. Il faut vraiment que ce soit qui corresponde vraiment à l'époque, sinon ça va pas du tout. Faut enlever tous les bijoux à part les alliances, c'est le seul bijou qui est accepté. Faut cacher les tatouages, faut cacher les piercings, faut tout vérifier. Ça prend un peu de temps mais on s'y fait facilement. Comment s'est passée la coordination du coup entre les techniciens, artistes? En fait je pense qu'on s'est tous vite entendus. Il n'y a pas eu trop de problèmes parce qu'ils s'écoutent tous entre eux en fait. Je pense que c'est vraiment l'un des points forts de l'équipe, c'est qu'on s'écoute et si certains ont des idées, on écoute les idées, on dit si c'est bien, si c'est pas bien. On rechange, ça prend du coup plus de temps, on prend plus de temps à tourner, mais c'est important aussi de s'écouter. Il y a eu des imprévus ou pas, des moments de galère ou même de rush de ton côté? Là, cette semaine, il y a eu des moments où j'ai dû accueillir toute seule la figuration. Ils sont tous arrivés à plusieurs. Moi, j'avais aucune nouvelle de l'équipe de tournage et j'étais un peu là, je sais pas quoi dire aux figurants, je sais pas comment les accueillir. Ça a été un peu compliqué, mais bon, au final, ils sont arrivés un peu plus tard. Dans l'équipe, il y a eu des problèmes techniques, des problèmes avec des proprios. Il y a toujours des problèmes de toute manière sur un tournage, mais moi, de mon côté, non, ça va parce que je pense que j'ai moins de charge. Même si j'ai beaucoup de rôles, je pense que j'ai quand même moins de charge que les autres. Quelle était la scène ou le moment le plus intense à gérer du côté organisation? Par exemple, quand t'accueilles les figurants, t'en parlais là il y a quelques... Intense, je dirais vraiment c'est les tournages de cette semaine parce que c'est là où on a la plus grosse figuration à gérer, nous. Quand ils arrivent en masse, ils sont tous là. On aimerait bien un costume, sauf qu'on est 2 à gérer. Et on peut pas gérer une vingtaine de personnes d'un coup comme ça. On peut pas arriver tous comme ça et nous dire non, on veut un costume, il faut qu'on gère un par un les personnes. Et donc ça fait un peu de stress et c'est vraiment nous, notre moment stress de la journée, c'est juste ça quoi. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à accepter ce projet et à même à t'investir dedans? Alors j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai fait une spécialité audiovisuelle et cinéma. D'ailleurs j'ai connu Benjamin aussi comme ça, en plus de la fac. Et je me suis dit pourquoi pas, en plus d'améliorer mes compétences en communication. Ça reste des expériences intéressantes et enrichissantes en fait dans nos vies. Et voilà, et vu que je suis amie avec Benjamin, autant en plus quoi. Est-ce que tu te verrais produire d'autres
autre projet comme celui-ci, avec ou sans Benjamin? Bah moi, s'il a toujours besoin de moi, ça me dérange pas, si j'ai le temps. Créer un projet comme ça, moi toute seule, je pense pas. Moi, je veux pas créer un film, donc en soi, voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? C'est une aventure enrichissante, j'ai envie de faire des rencontres. C'est un peu des phrases bateau, mais c'est la vérité. Se rendre compte de la réalité du travail dans le cinéma aussi. Et que en fait, chaque pôle, entre guillemets, on va dire, est très important. On a vraiment un côté un peu camp de vacances en fait, un peu. C'est bizarre de dire ça, mais quand on fait des pauses, on parle tous. Et pour terminer, est-ce que tu peux me faire le speech du film avec tes mots? J'ai pas lu le scénario. C'est sur Marianne Lelouch, qui est une postière qui parcourt la Bretagne en fait pour, en tant que chouan, renverser le pouvoir. Et il y a aussi du coup Aimé, le deuxième acteur principal, qui est aussi un chouan et qui aide les chouans du Morbihan. Et aussi Sébastien, qui est militaire et qui aide aussi les chouans du Morbihan et qui a un château et qu'on va voir dans le film. Ça va être impressionnant. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que Marianne Leloutre et son histoire ont pris vie à l'écran. Merci d'avoir écouté Coffee Break et à bientôt pour une nouvelle découverte.